programme du jour avec notre première table ronde. Donc, sur la thématique « Quelle stratégie des politiques publiques pour une réindustrialisation durable ?» Alors, cette table ronde, elle est modérée par Anthony Jaujard. Bonjour. Alors, vous êtes économiste de formation, spécialiste de l'économie durable et circulaire. Vous êtes à ce jour coordinateur de Tech & Care, une chaire universitaire sur la mode circulaire. Et vous animez aussi le groupe de travail Mode sans plastique chez Fashion Green Hub. Alors aujourd'hui, nous accueillons plusieurs invités. Donc nous avons Patrick Lévy-Weitz. Bonjour Patrick, donc, qui est en visio du coup. Vous êtes citoyen engagé, président de la Fondation Travailler Autrement, président de l'association France Tiers-Lieux et membre du bureau du Conseil économique, social et environnemental, et auteur de 2 livres, J'aime ma boîte, elle non plus, aux éditions Hachette Littérature, et Lapsus Politicus, aux éditions du Moment. Notre deuxième invité est Joëlle Colosio. Bonjour, qui est pareil en visio. Vous êtes directrice exécutive adjointe de l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, qui anime, coordonne, facilite ou réalise des opérations de protection de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Notre troisième invité, qui est Frédéric Motte. Bonjour, qui est avec nous aujourd'hui à Roubaix. Vous êtes conseiller régional et président de la mission REF 3, qui est une dynamique collective qui réunit politiques, chercheurs, entreprises, universités, citoyens qui s'engagent et œuvrent pour un monde durable. Et vous êtes en charge d'animer et d'accompagner, d'accélérer les transitions énergétiques, économiques, environnementales et sociétales dans les régions Hauts-de-France. C'est bien dit. Et pour finir, nous avons Clarisse Rey. Un petit écho. C'est ça. Bonjour. Alors, vous êtes directrice générale du défi La Mode de France, qui a pour mission de soutenir et d'accélérer le développement et la transformation des acteurs de la mode et de l'habillement français. Eh bien, Anthony, la parole est à vous. Merci à tous les 4 d'être présents et effectivement voilà, ils étaient déjà tous en gare du Nord ce matin quand j'ai reçu des messages alertant le retard. Alors on est sur cette table ronde effectivement sur quelle stratégie des politiques publiques pour une réindustrialisation durable. Clarisse, je vais commencer par vous. Merci du coup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes effectivement la représentante du défi mode. Une première question finalement, voilà, vous représentez la filière textile, une partie de la filière textile. Qu'est-ce que vous observez depuis effectivement la crise du Covid? Est-ce que vous observez effectivement des stratégies de réindustrialisation sur les territoires? On l'évoquait tout à l'heure, Monsieur Gégaud le disait, effectivement l'industrie textile a été la première à partir, mais on voit que c'est aussi la première à revenir. Est-ce que vous partagez ce constat? Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Annick Jeanne et Fashion Green Hub pour ces séances qui sont toujours très inspirantes et on est très content au défi, j'allais dire, de le soutenir depuis le début. Alors, en termes de réalité, il est certain que beaucoup de marques se posent la question d'une réindustrialisation. Et encore, faut-il s'entendre exactement sur ce qu'on veut dire quand on parle de réindustrialisation ? Parce qu'aujourd'hui, il y a très très peu d'entreprises, infiniment peu, qui ont véritablement des usines à l'étranger. Donc la question de réindustrialisation est quand même plus complexe. L'essentiel des entreprises ont en fait, je vais dire, sous-traitent absolument tout. Donc c'est quelque chose déjà de plus compliqué quand on parle de réindustrialisation. Sur les chiffres, alors par rapport au plan de relance, sur des chiffres qu'on nous a donnés vendredi dernier, le plan de relance 100 milliards d'euros, 35 milliards pour l'industrie et dans toute la filière mode, donc y compris l'horlogerie, le cuir et l'habillement, il y a 55 millions qui ont été distribués pour aider des industriels à investir. Donc tout de même relativement peu. Il faut savoir que du côté marque, il n'y a absolument pas d'ouverture pour avoir des aides, par exemple, pour examiner des nouveaux processus de réindustrialisation. Ok, alors effectivement, vous le disiez, il y a beaucoup de sous-traitance et un rapport a été publié en début d'année, du coup le rapport relocalisation et mode responsable du comité stratégique de filière. Voilà. Et il indiquait, on trouve dans ce rapport que 97
87% des produits de l'industrie textile sont importés. Alors finalement, quels sont aujourd'hui, quand on parle de réindustrialisation, de relocalisation, quels sont les défis justement de la filière textile pour réimplanter de nouvelles stratégies, de nouvelles usines en France? Alors, c'est de nouvelles usines ou convaincre les marques ou permettre aux marques de pouvoir fabriquer en France. Donc, il y a plusieurs choses qui doivent intervenir. Alors, tout d'abord, euh, il faut être très factuel parce que si les marques n'arrivent pas à être rentables en produisant en France, en faisant produire en France, ça va être compliqué, hein. Je veux dire, ça ne va pas se développer. Donc, la première chose pour une marque, et honnêtement, il y a vraiment beaucoup de marques qui se posent la question parce que les clients demandent ça, hein. Il ne faut jamais oublier que voilà, les clients veulent plus de transparence, veulent savoir où c'est fait. Il y a les questions quand même de Ouïghours qui agitent un peu, je veux dire, et inquiètent l'ensemble des clients et des consommateurs. Il faut déjà que les marques analysent et se rendent compte de la réalité des coûts. Moi, je tape à chaque fois sur ce qu'on appelle les cost of goods. Je veux dire, beaucoup de marques ont fonctionné jusqu'à présent. On ajoute les coûts matières, on ajoute le coût fabrication, peut-être éventuellement le transport, et puis on met un coefficient, et voilà. Donc après, on n'analyse rien dans la chaîne. Et puis, on se retrouve avec des stocks, on se retrouve avec des invendus, on se retrouve avec des soldes. Et tout ce travail n'est pas fait. Donc, il y a déjà une prise de conscience absolue des coûts à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est un travail. Bon, il faut mettre en place. Hein, c'est pas non plus, je veux dire, rocket science, comme diraient les Américains. C'est pas non plus extravagant, mais il faut le faire, avoir de nouveaux indicateurs. La deuxième chose, et qu'on voit très très bien depuis l'an dernier, c'est analyser les risques et quantifier les risques. Alors, la pandémie, je veux dire, l'épidémie du coronavirus a explosé, puis du coup, il y a eu des ruptures de chaîne de valeur. Évidemment, ça n'avait jamais été anticipé. Alors, il y a une étude McKinsey qui montre que notre secteur est le secteur juste après les communications qui est le plus exposé aux risques. Toutes sortes de risques. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? De nouveau, des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement, des problèmes de fourniture électrique en Chine, et une hausse des coûts. Alors, il y a bien sûr la hausse des coûts matières, ça c'est un sujet, mais qui ne touche pas forcément le sujet relocalisation, mais des coûts de transport qui, par exemple, les containers, le coût d'un container a été multiplié par 10. Donc, tous ces sujets-là doivent être intégrés dans une analyse d'entreprise et il faut quantifier les risques possibles pour une entreprise. Alors ça, c'est déjà un peu la base. Ensuite, une entreprise, une marque, elle doit se rendre compte qu'effectivement, elle doit redonner de la valeur à du Made in France, à des collections. Ça n'arrive pas comme ça. Je veux dire, tiens, on fait une collection Made in France. Ça doit redonner une valeur. Côté façonnier, côté fabricant, alors il faut savoir qu'en France, 90% des fabricants travaillent pour le luxe. Et de travailler, j'allais dire, pour des marques qui ne sont pas aussi luxueuses, haut de gamme que leurs clients habituels, ça veut dire travailler différemment. D'où l'intérêt, j'allais dire, de ce lieu, hein, qui montre qu'on peut travailler différemment avec des séries plus courtes, plus réactives, parce que la réactivité va être clé. Je veux dire, les entreprises ne peuvent plus se permettre d'avoir des surstocks. D'abord, à partir du 1er janvier prochain, ça va être interdit de les détruire. Mais c'est une hérésie. Enfin, moi, j'ai travaillé dans d'autres secteurs. Il n'y a pas d'autres secteurs au monde qui acceptent que simplement, grosso modo, 40% de son chiffre d'affaires soit fait à taux plein. Enfin, c'est quelque chose... Enfin, il n'y a pas d'autres secteurs au monde. Donc, mais les façonniers doivent effectivement travailler différemment, de façon plus agile, sur des produits plus simples. Donc ça veut dire aussi réussir à embaucher des personnes sur
des choses plus simples. Et souvent, les façonniers avec qui on discute beaucoup considèrent qu'il leur faut créer un autre atelier à côté de leur atelier du luxe, parce que c'est d'autres process, parce qu'il faut simplifier les choses. Oui, alors, Donc c'est compliqué, hein. Ouais, effectivement, c'est compliqué. Et quand on s'est eu au téléphone cette semaine, vous m'aviez dit effectivement la réindustrialisation, c'est pas qu'une histoire romantique. Non. Ça pose beaucoup de questions. Et finalement, c'est aussi beaucoup plus simple pour une marque qui souhaite se créer que finalement Oui. des marques existantes qui du coup doivent revoir effectivement toute la chaîne de valeur, la relation partenariale, la question des coûts que vous avez évoqués. Bien sûr. Donc effectivement, c'est pas une histoire que romantique. Justement, quelles actions vous avez au défi, vous, pour accompagner justement ce mouvement? On le voit, effectivement, les consommateurs veulent, quand on questionne les consommateurs sur, pour vous, c'est quoi consommer responsable, la première réponse, c'est consommer local avant les aspects sociaux et aussi avant les aspects environnementaux. Il y a souvent les aspects sociaux avec consommer local. Hein. Aussi. Quand même. Mais du coup, on voit qu'il y a le consommateur, qu'il y a des enjeux aussi de marques, de fabricants. Mais comment vous accompagnez, vous, avec le défi? Nous, on est le seul point, j'allais dire, de rencontre entre les marques, le luxe, les créateurs et les fabricants. On a depuis plusieurs années, on finance ce qu'on appelle la maison du savoir-faire avec une plateforme qui recense normalement l'ensemble des savoir-faire fabricants, habillement et au-delà, et donc qui permet de mettre en relation des marques avec des fabricants et avec un accompagnement. Donc c'est un service gratuit, d'intérêt général. On a l'an dernier lancé une opération pendant Made in France Première Vision, 2 jours qu'on a un peu baptisé Hackathon pour relocaliser, où on a travaillé avec 7 marques très différentes. Des marques de grande distribution, des créateurs, des marques moyenne gamme, des marques engagées, des marques moins engagées, pour voir à quelles conditions on pouvait relocaliser de manière rentable. Alors, on a travaillé avec le CETI, qui est dans le Nord, juste à côté. Voilà, qui est juste à côté, qui a travaillé sur quelque chose de très intéressant, des matrices de coûts qui permettent aux marques de bien analyser à chaque étape les coûts. On a travaillé avec le cabinet Le Herper parce qu'il y a une question de positionnement de marque, donner de la valeur à ces collections France, parce qu'elles seront toujours un peu plus chères qu'une collection qui arrive directement du Bangladesh. Il y a aussi tout ce sujet autour de mode durable, transparence. Ça devient pénible quand même de se dire qu'un jean va faire 2000 km. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est un peu n'importe quoi, je veux dire, parce qu'en plus, si on rajoutait les kilomètres faits pour les zips, les boutons, ça serait dément. Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du gaspillage. On a travaillé, il y avait Tekin, il y avait Crystal Chain. Alors Tekin, que beaucoup connaissent sur la fabrication agile. On a fait intervenir aussi Crystal Chain parce qu'il y a aussi des questions de traçabilité. C'est une solution de traçabilité blockchain. On a fait intervenir Lessive, donc quelque chose de très groupé. Travail collectif, oui. On va là, je veux dire, travailler plus avant avec 3-4 marques pour approfondir. Et on a travaillé beaucoup avec BPI pour mettre au point un programme relocalisation qui serait ouvert à des entreprises, à des marques et à des fabricants. Et là, ils ont lancé un test de ce programme pour voir si c'est bien calé, si effectivement... Et on contribue financièrement à la campagne Savoir pour faire pour, je veux dire, résoudre un vrai sujet, c'est attirer des jeunes et des moins jeunes vers ces métiers. Alors ce matin, le GAG a voulu que dans un Uber, je dis, tiens, je vais à Roubaix, le textile. Il me dit, moi, avant, je travaillais dans le textile. Alors, je l'ai incité à aller voir Savoir pour faire. Et je dis, on ne sait jamais, vous voulez peut-être revenir dans ce secteur. Relancer dans le secteur. Merci beaucoup, Clarisse, pour tous ces éclairages. Et puis, je pense, alors, pouvoir public, alors ça, c'est absolument pas entre nos mains, c'est qu'il faut que le plan de relance s'ouvre, je vais dire, à des conseils pour les marques, pour mettre en place ces nouveaux process, parce que les marques, elles doivent faire face quand même à une consommation qui est compliquée, à une concurrence
qui elle aussi est rude, et on peut regretter que Shine, l'enseigne chinoise devient, je veux dire, le premier vendeur sur Internet en France et aux États-Unis. Mais c'est compliqué. Il y a la transformation digitale, de les aider, d'ouvrir véritablement le plan de relance pour, je veux dire, accompagner les marques pour mettre en place cette relocalisation. Alors justement, merci beaucoup Clarisse. On va parler effectivement un peu plan de relance. Alors Joëlle, je pense que vous êtes en ligne. Donc Joëlle Colosio, directrice à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Bonjour Joëlle. Bonjour. Vous nous entendez, c'est parfait. Et on vous entend. On vous voit, c'est génial, la technique. Alors justement, on a beaucoup parlé là des logiques d'acteurs. Comment, vous, de votre point de vue effectivement là, territorial à l'ADEME, comment on met en œuvre la relocalisation, la réindustrialisation à l'échelle des territoires et aussi avec les territoires et l'ensemble de ces acteurs, collectivités, entreprises, quels sont les défis aujourd'hui sur ces territoires et autour de la relocalisation? Et comme vous veniez de le dire, Anthony, l'important, en fait, ce qu'on dit à l'ADEME, c'est qu'il faut faire système. En fait, il faut embarquer tout le monde. Et les entreprises ont besoin de visibilité. Hein, vous l'avez dit, madame, il faut donner de la visibilité, de la longueur de champ pour que les entreprises puissent prendre le moins de risques possible. Donc, le sujet de faire système avec les territoires, et là où vous êtes aujourd'hui, et je suis vraiment désolée de ne pas être avec vous, montre qu'effectivement, lorsque l'ensemble se construit, ben, ça permet d'attirer des jeunes, des entrepreneurs et puis aussi des entreprises plus matures. Donc ça, c'est un premier élément. Et sur Roubaix, on peut aussi citer aujourd'hui la décision et que l'ADEME accompagne de la ville ou de l'agglo de partir aussi sur du zéro déchet. Pas uniquement sur du zéro déchet concernant tout ce qui est alimentaire, mais aussi sur le zéro déchet à terme concernant tout ce qui est textile. Et quand on a des élus qui s'engagent sur des programmes comme ça, il me semble que ça permet aux acteurs de filières de s'installer. Alors, il faut regarder, donc on peut citer, on a notre équipe régionale, et je salue nos collègues de la Sont direction ici régionale. dans l'assistance. Voilà, Hervé Pignon notamment, notre directeur régional. Un travail a été fait dans le cadre de REF 3 sur l'impact du secteur textile, hein. Et notamment, une étude, la partie prospective de ce travail montre que à l'horizon de 2030-2050, le nombre d'emplois liés à la collecte, au tri, au recyclage des déchets textiles pourrait doubler et atteindre 2000 emplois en 2050. Donc, on voit bien qu'il y a du potentiel, il y a des synergies et l'amont aussi, arriver à reproduire la filière lin se réinstalle. Enfin, si on arrive à tisser, sans jeu de mots, l'ensemble des acteurs, des producteurs, les collectivités avec les territoires, les entreprises peuvent se sentir, voilà, on leur donne du souffle pour envisager une réindustrialisation en France. Ça, c'est la partie vraiment territoriale. À côté de ça, et vous l'avez dit, madame, les enjeux d'accompagnement, de financement. Alors, l'ADEME apporte des subventions, n'apporte pas forcément, n'a pas le même rôle que la BPI, donc on est très complémentaires. Donc, nous, on se situe sur l'amont, sur de l'innovation, sur aller chercher une valeur nouvelle. Et là, on va dire que notre accompagnement, nous, il a pour objectif et il ambitionne de réellement améliorer la performance environnementale globale de la filière textile. Pour nous, c'est vraiment là-dessus qu'on l'on pense et que l'on voit les industries de la mode qui produisent en France aujourd'hui se placent sur ce niveau-là. Et ça a été dit, les consommateurs sont attentifs à du Made in France de plus en plus. Et la crise Covid a accéléré cette mutation. Donc, nos accompagnements, ils visent
à raccourcir et à diminuer l'impact d'une réindustrialisation sur le territoire. Alors justement, vous parlez effectivement des enjeux écologiques. Donc voilà, est-ce que donc relocaliser, réindustrialiser permet d'atteindre ces objectifs environnementaux? Il y a plusieurs effectivement sujets sur lesquels vous travaillez et on l'a vu tout à l'heure, il y a aussi des enjeux législatifs, notamment autour des invendus textiles à partir de l'année prochaine. Comment du coup vous accompagnez concrètement justement sur la réduction de ces enjeux environnementaux en lien avec la relocalisation sur la filière textile? Alors, je parlerai du sujet, des sujets peut-être performance environnementale. Et c'est vrai qu'à l'ADEME, on est très attaché à tout ce qui concerne les écolabels parce que derrière, il y a une vraie valorisation et une vraie qualification. Et on sait aujourd'hui que les clients sont attentifs à cela. Donc, il faut que tous ces labels environnementaux permettent aux clients de s'y retrouver. Et donc, on est attentif et on croit beaucoup à ces écolabels pour permettre de donner une longueur d'avance aux fabricants et aux concepteurs français. Alors, sur les accompagnements de l'ADEME, aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance, on a deux outils. Plusieurs outils qui permettent d'accompagner les entreprises. Hein. Une qui cible l'éco-conception des produits, et notamment des produits et des services autour de la mode. Hein. Et puis, on a un autre outil qui permet de faire un premier pas aux entreprises via un dispositif qui s'appelle Tremplin et qui permet notamment d'accompagner la mise en œuvre de l'affichage environnemental, des dispositifs de vérification externe de cet affichage environnemental. Donc ça, c'est deux outils financiers qu'on a à l'ADEME. Et puis, par ailleurs, on a des appels à projets, donc un appel à projet via le PIA, qui, lui, vise à accompagner des entreprises engagées. Et là, on finance carrément des outils industriels. Je pourrais en citer plusieurs. Notamment, on a accompagné Rewin sur un procédé qui permet le recyclage du coton issu de textiles usagés. On a accompagné After, hein, qui vise à l'industrialisation d'après fonctionnel, etc. Donc, on accompagne à la fois des objets industriels, donc en investissement, en subvention en investissement, en complément de prêts bancaires, et puis on accompagne aussi, on va dire, la traçabilité et la mise en place de la traçabilité de la qualité environnementale des produits manufacturés, et puis l'engagement vers de l'éco-conception. Ok, donc du coup, aux entreprises qui nous suivent, on leur conseille de se rapprocher des directions régionales de l'ADEME, c'est ça? Oui, alors ensuite, on a un site qui s'appelle Agir pour la transition. Donc, et là, tous nos appels à projets sont en ligne, tous les appels à projets ouverts sont accessibles. Donc, je vous encourage, avant même d'appeler nos directions régionales, d'aller voir sur notre site Agir pour la transition. Ok, donc du coup, effectivement, la réindustrialisation se fait effectivement à l'échelle des territoires dans des logiques finalement de filières et aussi avec beaucoup de circularité, comme vous l'évoquiez à l'instant. Et est-ce que vous voyez, donc là on est sur Roubaix, on voit une dynamique depuis plusieurs années se mettre en ordre de marche. Est-ce que sur d'autres territoires, on aperçoit aussi ce genre de dynamique locale autour d'enjeux de filières et de circularité? Oui, alors on va avoir des dynamiques un peu différentes. C'est vrai que Roubaix est quand même très moteur, très en avance. On a une dynamique qui démarre aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, et puis l'Île-de-France avec le luxe et des grands groupes qui installent des structures amont pour accompagner des jeunes créateurs. On voit aussi qu'il y a sur l'Île-de-France, il y a une chaire
autour de la mode durable qui s'installe et ça va se déployer ailleurs. Mais on va dire que Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France, de notre point de vue, sont des acteurs qui décollent aujourd'hui sur ces sujets-là. Ensuite, on a des entreprises il y a des entreprises qu'on accompagne qui sont installées partout sur le territoire. Mhm. On a aussi une chaire sur le territoire de Roubaix, la chaire Tech Care. Alors, Oui, tout à fait, pardon. je vais juste J'ai oublié poursuivre parce de la qu'on vient de citer. me souffler à l'oreille qu'il fallait accélérer le temps. Merci beaucoup, Joël. Alors, je ne sais pas si Patrick nous entend et s'il est avec nous. Patrick Lévivette, donc, qui est effectivement le, le président de France Tiers-Lieux. Visiblement, il n'est pas là. Alors, je vais passer. Juste sur la chaire, il y a quelque chose, une très très bonne nouvelle. C'est qu'il y a 10 jours, Chanel vient de lancer une chaire avec l'IFM sur les savoir-faire. Okay. Donc ça, c'est une extrêmement bonne nouvelle. Alors, si Patrick n'est pas là, nous allons passer à Frédéric Motte. Bonjour, vous êtes le président de... Ah si, bon bah voilà, parfait. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes arrivé, visiblement. Oui, mais je vous ai écouté attentivement. Super, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on a parlé effectivement approche territoriale autour des enjeux textiles. Aujourd'hui, les tiers-lieux s'inscrivent finalement dans cette démarche territoriale de relocalisation, de production locale. En août dernier, vous avez remis un rapport au Premier ministre qui s'appelle « Nos territoires en action ». Donc effectivement, avec plusieurs mesures, et on va y revenir juste après. Dans ce rapport, on peut lire que 49% des tiers-lieux sont concernés par la production locale. Alors comment finalement, les tiers-lieux, on a souvent l'image d'espaces de communauté, de faire ensemble, de logiques associatives, citoyennes. Comment on passe de ces logiques de faire ensemble à des logiques de production locale? Peut-être que la crise Covid a été aussi un accélérateur. Mais du coup, je voulais avoir votre perception justement sur cette production locale en lien avec les tiers-lieux. D'accord. D'abord, bonjour à tous. Un salut amical à Frédéric Motte et à vous tous, et à Annick Johan, qui j'imagine est dans la salle. Écoutez, d'abord, le rapport que j'ai remis au nom de France Tiers-Lieux au Premier ministre suivait un rapport d'il y a 3 ans et qui montre combien les tiers-lieux sont en train de prendre une place singulière sur nos territoires. Je rappelle, probablement près de 1000 en 2017, 1000 tiers-lieux en France, près de probablement 3005, peut-être même 4000 fin 2022, sur des tiers-lieux qui sont, je l'ai dit à Jean Castex quand je lui ai remis, je lui ai dit en 2018, le mot tiers-lieu n'avait pas passé le périph' parisien, et par ailleurs, on a l'impression de machin, vous venez d'ailleurs de le dire, mais un peu plus joliment, mais de machin qui était piloté par des gens à cheveux longs. Ce à quoi d'ailleurs il m'avait répondu, les cheveux longs, c'est mon rêve. Mais au-delà de la plaisanterie, la réalité, c'est que ce qui vient d'être dit par les interlocutrices qu'on vient d'entendre, au fond, si on le replace dans un cadre plus général, il se passe un phénomène qui était à l'œuvre bien avant le Covid et qui a été complètement, évidemment, cristallisé par la crise sanitaire, à savoir une autre façon de faire les choses, de vivre les choses, de penser sa vie et donc de travailler, bien évidemment. Je reviens juste 2 minutes parce qu'elle est singulière pour dire comment sont en train de se nourrir et naître ces tiers-lieux productifs. 3 grandes révolutions sont à l'œuvre, on le connaît. Dans les métropoles, on le connaissait depuis longtemps, les infrastructures numériques, mais on oublie que dans les territoires, c'est-à-dire hors des métropoles, l'infrastructure numérique n'a fait qu'arriver les dernières années. Et que la première révolution numérique était une révolution qui a touché les métropoles, laissant de côté tous les territoires français, qui avaient connu par ailleurs, puisqu'il n'y avait pas d'infrastructure numérique, qui avaient connu la désertification et notamment la désindustrialisation. Donc, en fait, cette infrastructure numérique qui arrive, les zones blanches sont réduites considérablement. En 2023, fin 2023, début 2024, les collectivités territoriales, les opérateurs et l'État auront fibré la totalité du pays. Et donc, évidemment, quand vous emmenez l'infrastructure qui emporte du travail, quand vous l'amenez le plus proche en proximité et partout sur les territoires, vous créez des opportunités, vous créez des potentialités.
Or, c'est exactement ce qui se passe en matière de tiers-lieux. Les tiers-lieux ont commencé parce qu'il y avait dans la société, après une société d'individualisme, un besoin de faire ensemble, vous l'avez rappelé, de créer des communautés et de développer des lieux d'activité à la fois économique et sociale qui recréent du lien social et de la valeur économique. Et sont nés et naissent au fil du temps des lieux qui deviennent des lieux productifs parce que des acteurs économiques ou des acteurs du faire, et notamment des acteurs de la main, parce qu'il faut bien être clair là-dessus, c'est bien de cela dont on parle, retrouvent le chemin d'activité. Or, quand vous avez besoin, vous travaillez le bois, le fer, le métal, mais c'est vrai aussi sur le textile, vous avez besoin de machines, vous n'avez pas forcément, quand vous êtes indépendant ou artisan, les moyens d'investir. Et donc, quand vous mutualisez des moyens, vous créez des opportunités. Vous créez les moyens de faire des choses ensemble et de recréer de l'activité. Et ces tiers-lieux productifs sont devenus, en tout cas, j'avais fait une proposition au moment premier Covid de créer des manufactures de proximité et d'aider à la structuration et au développement de ces manufactures que moi j'appelle manufactures de proximité. C'est le sens notamment des annonces du Premier ministre fin du mois d'août. C'est le sens de ce qu'on est en train de mettre sur place et qui, en fait, dit quelque chose de notre société qui a été dit très très bien tout à l'heure, la volonté des citoyens de vivre différemment, mais d'acheter local, et qui est évidemment amplifié par le phénomène de la transition écologique qui devient, j'allais dire, un des éléments centraux des politiques publiques, par nécessité, mais aussi parce que les citoyens sont en train de s'engager fortement, toutes âges confondus, et les générations nouvelles en premier. Alors justement, tout à l'heure, Yves Jégo, en introduction, disait qu'aujourd'hui, un des enjeux, c'était qu'effectivement, l'usine, c'était pas sexy et que c'était aussi long à mettre en place. Est-ce que les tiers-lieux, justement, peuvent être des alternatives voilà, pour des conditions de travail totalement différentes, mais aussi est-ce qu'il y a une agilité de mise en œuvre plus simple qu'une usine? Je n'ai pas entendu la dernière, pardon. Alors du coup, est-ce que les tiers-lieux, effectivement, c'est plus simple à mettre en place qu'une usine? Les tiers-lieux, notamment de production, est-ce que c'est voilà, plus simple? Et finalement, quels seraient les ingrédients pour un tiers-lieu qui se lance dans la production locale? Non, mais en fait, ce qui fait différence probablement entre un tiers-lieu productif et une usine, c'est évidemment la transversalité que vous portez et la communauté de personnes qui bâtissent ce tiers-lieu. Ça n'est pas plus facile ou moins facile, c'est différent. Ça répond à une logique différente. Vous êtes dans une société où, en même temps qu'il y a moins de votes, il y a plus d'attentes à la participation, la volonté des citoyens, des acteurs, des personnes, dans leur travail, comme d'ailleurs de façon générale, c'est d'être acteurs de leur devenir. Et donc, tout ce qui les conduit à être le sentiment d'être utilisés, excusez-moi du terme, ou le sentiment d'être un pion dans un système ou de ne pas avoir la maîtrise de leur propre action, alors à ce moment-là, vous avez une participation qui décline, et c'est le cas, je le disais à l'instant, du vote. En revanche, chaque fois que vous leur permettez et vous créez les conditions d'engagement et donc le sentiment que ce que je fais est visible concrètement, alors vous créez une dynamique qui est très forte. Moi, je salue, je le dis ici, on est un plateau fertile aujourd'hui, je salue l'immense boulot qui est fait depuis plusieurs années de ce lieu qui est devenu emblématique par sa capacité à rayonner, et ce qui a été dit tout à l'heure, sa capacité à inclure l'économie classique, l'économie dite historiquement alternative, et qui devient une économie à part entière, qui est celle précisément de la production locale, de la communauté et de l'engagement, et qui fabrique tout simplement de la valeur. Moi, ce que je crois de ce point de vue-là, et donc un peu, comment dirais-je, je serais un peu plus mesuré peut-être que ce que disait Yves Jégo tout à l'heure, mais à l'évidence, on est dans une société différente. On est dans une société qui doit trouver les moyens de retrouver le chemin économique et le chemin du développement économique. Ça se fera par d'autres chemins.
on ne va pas transformer une économie telle qu'elle était du jour au lendemain en économie locale. Mais ce que je crois, c'est qu'est en train de naître une économie des territoires qui est complémentaire dans un premier temps et qui va être complémentaire et petit à petit qui va remplacer l'économie classique. Ce n'est pas du jour au lendemain que tous nos jeans viendront d'Europe, encore moins de France, mais c'est au fil du temps où les choses vont se rééquilibrer. Et quand vous voyez le prix de la matière première, vous allez être en plus aidé dans les années qui viennent par le coût de la matière première, par le coût carbone du déplacement et des transports, et par le sentiment collectif que ça n'a pas de sens d'aller chercher je le dis à dessein, des fraises du Chili quand on en a en France, à défaut en Espagne, et que donc vous réduisez l'empreinte carbone. Donc par nature d'abord de ces transitions en cours, et par nature d'ailleurs géopolitique, qui sont des blocs les uns contre les autres qui sont en train de se structurer entre la Chine, les États-Unis et l'Europe, à l'évidence, vous allez réintroduire la capacité productive dans nos pays, et les tiers-lieux productifs qui permettent de mutualiser les choses sont essentiels. Il ne faut jamais oublier que 80% de nos sociétés et des entreprises de France sont des petites et moyennes entreprises, sont des TPE et des PME. Et donc, c'est des petites unités, et que si vous mettez en place des outils au service du développement commun, des outils mutualisés, alors vous permettez à des artisans de se retrouver, de fabriquer des entreprises ensemble, de développer de l'activité, et donc de créer une dynamique économique, et donc, évidemment, avec un impact social très fort dans les territoires eux-mêmes. Merci beaucoup, Patrick Lévivette. Alors, je vous invite effectivement à aller regarder ce rapport. Il y a différentes mesures, notamment sur les manufactures de proximité. Il y a pas mal de choses, un plan d'action assez complet, justement pour mettre en œuvre des manufactures de proximité sur les territoires. Merci beaucoup. Je crois que vous avez Sébastien Pilon, qui est le responsable du réseau du Nord et des tiers-lieux, et je vous invite à aller le voir. Il met une dynamique formidable des tiers-lieux dans le territoire. Voilà. Et effectivement, dans la salle. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers vous, Frédéric Motte. Merci d'être ici, le local de l'étape. Donc, vous êtes président de Rêve 3. Peut-être en 2-3 phrases, peut-être nous rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà, ce que c'est Rêve 3. Alors bonjour à toutes et à tous, avec plaisir. Alors je suis dans une première vie industrielle, donc évidemment j'écoute avec beaucoup d'intérêt tous les sujets et les différentes interventions, mais là c'est avec ma casquette d'élu. Et très clairement le constat qui est fait, mais je pense partagé par tout le monde, c'est 3 transitions qui s'imposent à nous. La première, elle est climatique. La deuxième, c'est la technologie, révolution technologique qui va bouleverser toutes nos façons de produire, de distribuer, etc. Et puis la troisième, ce sont les évolutions sociologiques, le rapport du citoyen à se loger, se déplacer, se nourrir, s'habiller. Et donc, face à ça, l'ambition de Rêve 3, c'est d'être clairement dans ce défi de la décarbonation, puisque c'est bien ça le lien entre tous ces défis que je viens d'évoquer. C'est ce défi de la décarbonation. Et bien, Rêve 3, ça va être à la fois l'ambition et le catalyseur d'une région qui se mobilise pour atteindre cet objectif de décarbonation. Et très clairement, Xavier Bertrand, à l'aube de ce nouveau mandat, a dit il faut véritablement qu'on aille plus vite, plus fort et plus loin, parce que ça chauffe là-haut, parce qu'on voit bien qu'il y a une redistribution de toutes les cartes. Et donc, ce qu'il m'a demandé, c'est dans un premier temps de revisiter toutes les politiques du Conseil régional. Comment est-ce que dans chacune de nos politiques, on intègre cet enjeu de la décarbonation? Donc, c'est véritablement de faire muter tout le navire. Le challenge, il est un peu fou, hein, mais on va y aller. Et puis, évidemment, la deuxième phrase que je citerai de Xavier Bertrand, c'est ce qu'il dit toujours, c'est « ce ne sont pas les élus qui créent des emplois, mais les entreprises ». Par contre, nous, notre job d'élu, c'est de créer l'environnement pour que ces entreprises puissent se développer, innover, créer de l'emploi. Et donc, et en tant qu'entrepreneur, ça ne me choque absolument pas. Le job de la collectivité, ça a été dans l'accompagnement qu'on a eu justement sur tout cet écosystème roubaisien, entre évidemment le Fashion Green Hub, entre le Mode in Roubaix, entre les ateliers, toutes les dynamiques, la Textile Vallée de l'UIT, c'est de se dire comment est-ce que l'on aide dès le début tous ces acteurs-là, parce qu'on sait que la période de mutation, c'est jamais facile. Aujourd'hui, on peut dire, ben oui, il fallait le faire.
Mais au début, il y a des gens qui ont pris des risques, il y a des gens qui ne trouvaient pas leur modèle économique. Et donc, comment est-ce qu'on peut accompagner ces dynamiques-là ? Alors justement, comment aujourd'hui la région Hauts-de-France accompagne ce tissu, principalement sur la filière textile, effectivement une région historique autour du textile. Annick l'évoquait en tout début d'introduction, du coup, une stratégie régionale autour de la mode circulaire. Pouvez-vous nous détailler justement comment la région accompagne ces entreprises et plus largement le territoire? Alors, quelques mots. D'abord, afficher une conviction, ça a été évoqué par Patrick, c'est dans les territoires que ça se passera. Donc c'est au plus près du terrain, en proximité, en réactivité, en agilité, en simplicité. Le deuxième point préliminaire avant de rentrer dans le détail, c'est que ces révolutions qu'on doit affronter, cette transition vers cette décarbonation, on le fera, nous, on pense, sur 2 jambes. La première jambe, ce sont les évolutions, les révolutions technologiques qui permettent de revoir les process de production, etc. Mais le deuxième, elle est comportementale. Et donc, il y a un vrai enjeu sur l'appropriation citoyenne. Vous le disiez, on a un grand nombre d'acteurs qui sont sensibles à la traçabilité de tout ça. Mais vous le disiez, madame, malheureusement, le premier site de vente, c'est du textile qui est fait exactement. Et donc, le boulot, il est encore extrêmement important et là, on a un vrai enjeu de communication, vous, les acteurs des filières, vous, les entrepreneurs, nous, élus, pour sensibiliser et avec une ambition aussi de massifier. Parce qu'on voit ponctuellement des initiatives qui sont remarquables, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant par rapport à là-haut. Et donc, c'est comment est-ce qu'on massifie toutes ces dimensions-là. Concernant l'action concrète de la région, j'ai envie de dire, d'abord, affichons une ambition. On a été la région textile, c'était plus de 130 000 salariés textiles, rien que dans l'agglomération lilloise. 130 000 salariés textiles, il n'y en a pas 13 000 aujourd'hui dans la région. Par contre, on sent qu'il y a cette résilience, il y a ce savoir-faire, il y a cette vision de l'industrie. Et donc, si on a été autrefois la première région textile, eh bien, très clairement, on affiche l'ambition. On doit pouvoir être de nouveau la première région textile de France, mais sur toute la chaîne. Et donc, c'est de travailler à la fois sur accompagner les entreprises qui existent encore, et on travaille notamment avec le syndicat textile, parce qu'on sait que si on veut être efficient, il faut que tous les maillons de la chaîne soient présents. Or, on a des maillons de la chaîne qui sont fragiles, et donc on est en train de voir avec les acteurs comment on peut accompagner. Alors, c'est de l'aide en capital, c'est de la subvention, c'est de l'avance remboursable, c'est du travailler ensemble. Et donc là, on a un vrai écosystème qui va bien, et donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais maintenant, je le disais par rapport à ces enjeux de durabilité, c'est comment on travaille sur toute la chaîne. Et donc très clairement, la région des Hauts-de-France est aujourd'hui la première région de France sur tout ce qui est économie circulaire. Il faut qu'on le soit sur l'économie circulaire de la mode. Alors, je sais, vous le disiez, il y a des initiatives qui sont faites plutôt sur le luxe, mais sur la mode traditionnelle et autres. Notre région a véritablement un petit temps d'avance. Alors, il ne faut pas être naïf non plus, on en parlait, il y a du business derrière, il y a une compétition des territoires. Nous, ce que l'on peut mettre en avant, c'est ce travailler ensemble, cette mobilisation des acteurs, ce bouillonnement d'initiatives, et puis cette ambition de la région qui dit, nous, on est là à vos côtés pour accompagner financièrement, en travaillant ensemble, que ce soit dans l'immobilier, dans du capital, dans la PME. On a une foultitude d'outils pour accompagner cette dynamique-là. Et donc se dire, oui, le hub du recyclage textile, c'est ici que ça doit se faire et c'est ici que ça se passe. Et justement, Joël Colosio de l'ADEME évoquait tout à l'heure une étude qui a été pilotée par l'ADEME et la région, justement, si la filière textile se tourne vers l'économie circulaire avec un potentiel de création d'emplois. Je pense que l'étude est disponible. Il ne faut surtout pas, si je peux me permettre de rajouter, nous on voit ces enjeux de transition, ça choquera peut-être certains, mais c'est surtout pas de la décroissance, c'est surtout pas du repli sur soi, bien au contraire, c'est générateur d'innovation, c'est générateur d'emplois, c'est générateur de création de richesse, parce qu'il faudra financer toutes ces transitions, c'est aussi générateur d'espérance et de fierté, de sentiment d'appartenance pour les salariés, pour les jeunes, pour nos territoires. Donc du coup, redonner aux habitants des Hauts-de-France une fierté d'être une région textile. Merci beaucoup à tous les 4 en distanciel et en présentiel. Je pense qu'on peut les applaudir, même si on est en distance.